Salut à tous, bienvenue dans French Podcast. Je suis Charline et je suis super contente de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Emmanuel, comment tu te sens pour notre premier épisode? Je t'avoue, j'ai un mélange d'excitation et un petit trac, mais surtout, j'ai hâte de partager des moments fun et instructifs avec tout le monde. C'est génial de pouvoir enfin parler français ensemble ici. Moi aussi. Pour ceux qui nous découvrent, notre idée, c'est vraiment de créer un espace pour pratiquer le français, apprendre en se détendant et pourquoi pas rigoler un peu en route. Exactement. Et on va commencer doucement. Aujourd'hui, on va explorer comment décrire son week-end en français, partager des astuces pour pratiquer la conversation et même proposer quelques petits exercices pour ceux qui débutent. Tu es prête à plonger dans le vif du sujet? Alors Emmanuel, raconte-nous un peu comment s'est passé ton week-end. Ça peut aider nos auditeurs à entendre des exemples concrets. Ah, mon week-end. J'ai profité du soleil samedi matin, j'ai fait un tour au marché, il y avait plein de couleurs, des fruits partout et des odeurs de pain frais. Le dimanche, par contre, c'était plus tranquille. Un bon film et un chocolat chaud. C'est exactement ce qu'il faut, varier les activités simples pour enrichir son vocabulaire. En plus, parler du marché ou d'un film, ce sont des sujets universels. Les débutants peuvent commencer avec des phrases comme « je suis allé au parc » ou « j'ai lu un livre ». Oui, et même ajouter des détails, genre il faisait beau ou j'ai retrouvé un ami, ça donne vie à la conversation, tu trouves pas? Absolument, et ça permet aussi de pratiquer les temps, passé composé, imparfait. D'ailleurs, tu changes souvent d'activité le week-end ou tu restes fidèle à ta routine. Ça dépend vraiment. Certains week-ends sont très planifiés, d'autres totalement spontanés. Ce qui est drôle, c'est que même avec peu de vocabulaire, on peut toujours raconter quelque chose. En parlant de simplicité, beaucoup de débutants se sentent bloqués au moment de parler. Tu conseilles quoi pour oser se lancer dans une conversation en français, même en ayant un niveau bas? Franchement, il faut dédramatiser. Parfois, juste commencer par une phrase ultra basique comme j'aime la musique ou je viens de Paris, ça débloque tout. Et puis, l'autre personne va naturellement poser une question et hop, c'est parti. C'est tellement vrai. J'ajouterais que même se tromper, c'est normal. Les erreurs, c'est le meilleur moyen de progresser. J'ai moi-même souvent confondu les mots et personne ne m'en a voulu. Tu sais, une fois j'ai dit je suis chaud au lieu de j'ai chaud, grosse rigolade. Mais au final, ça crée des souvenirs et on apprend à se corriger sans stress. C'est une super anecdote. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, pas besoin de phrases compliquées. Le plus important, c'est d'oser parler, même avec juste 3 mots. Ça me donne envie de proposer un petit exercice. Tu es partant? On pourrait simuler une mini conversation de week-end ultra simple. Ouais, super idée, je commence. Bonjour Charline, qu'as-tu fait ce week-end? Salut Emmanuel, ce week-end j'ai fait du vélo et j'ai mangé une glace. À toi. Génial, j'adore le vélo aussi. Tu es allé où? Je suis allée au parc près de chez moi. Simple, non? Et c'est déjà une vraie conversation. C'est exactement ça. Même un échange court comme celui-là permet de pratiquer. L'important, c'est la régularité plus que la perfection. Au passage, tu préfères la glace à quel parfum? Vanille toujours. Toi? Chocolat, sans hésiter. Mais bon, on s'égare. Revenons à nos auditeurs. Lancez-vous, même si la conversation est ultra simple, c'est déjà un super progrès. Tu sais Emmanuel, souvent on me demande si écouter des podcasts en français c'est vraiment utile. Qu'est-ce que tu en penses? J'en suis convaincu. Écouter du français authentique, c'est comme s'immerger sans bouger de chez soi. On entend l'accent, l'intonation, les expressions du quotidien, rien de tel pour progresser. Et puis, il y a tellement de styles différents, des podcasts d'actualité, de fiction, de conversation. Chacun peut trouver son bonheur selon ses goûts ou son niveau. Tu as raison, et je trouve que le plus important, c'est la régularité. Même 10 minutes par jour, ça fait une différence. Et franchement, on s'ennuie jamais, tu ne trouves pas? Non, surtout qu'en écoutant des discussions naturelles, on apprend des petits mots qu'on n'apprend jamais dans les manuels. Par exemple, bosser, chouette ou bof. Exact. Et puis on comprend aussi la culture, l'humour, tout ce qui fait vivre une langue. En plus, ça donne envie de parler, d'essayer à son tour. Avant de conclure, Emmanuel, tu aurais un dernier conseil rapide pour ceux qui débutent et veulent progresser sans se décourager? Oui, amusez-vous. Mettez-vous des petits défis, comme raconter sa journée ou inventer une histoire de 2 phrases. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Chacun avance à son rythme. Merci, c'est tellement important de le rappeler. Et puis, si jamais vous êtes bloqué, repensez à nos erreurs de débutants. Elles finissent toujours par nous faire sourire. Le principal, c'est d'oser, d'écouter et de parler, même avec les mots les plus simples. On est là pour progresser tous ensemble, pas pour être parfait du premier coup. Exactement.
Et si vous voulez nous partager vos petites histoires, vos progrès ou vos questions, écrivez-nous. On adore vous lire. Bon, c'est déjà la fin de notre épisode. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce grand lancement de French Podcast. J'ai adoré ce moment et j'espère que vous avez autant appris et souri que nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en français. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer un peu chaque jour et surtout gardez le plaisir d'apprendre. À bientôt tout le monde. Et souvenez-vous, chaque mot compte, chaque erreur rapproche du but. Salut! Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Bonjour. Aujourd'hui, on explore un ensemble assez riche de sources différentes, des articles de blog, des transcriptions, des fiches de grammaire aussi. Oui, tout à fait. Et tout ça tourne autour d'un thème, l'apprentissage du français. C'est ça. Plus précisément, on va regarder comment parler de nos week-ends, ce moment si particulier. Et aussi comment les podcasts peuvent nous aider dans cet apprentissage. C'est un beau mélange, je trouve, de quotidien, de langue et puis de culture aussi. Absolument. Et notre objectif, il est double, en fait. D'un côté, comprendre un peu cette dimension culturelle du week-end en France, voir ce que font les gens, ça nous donne une idée d'un certain art de vivre. Oui. Et de l'autre côté, ce qui est crucial pour apprendre, c'est de comprendre comment on en parle correctement. D'accord. Et ça va nous amener tout droit vers la grammaire, les temps du passé, le vocabulaire, et on essaiera aussi d'identifier les ressources utiles mentionnées dans les documents qu'on a consultés. Parfait. Alors commençons par cette dimension culturelle. Une des sources, Feel Good French, elle souligne une mentalité française, travailler pour vivre. Et non l'inverse? Oui. Exactement. Et les week-ends, ils sont même qualifiés de sacrés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, sacré? D'après les sources, comment ça se voit? C'est une idée assez forte, oui. Et ça semble vraiment influencer la façon dont le week-end est vécu. Ce côté sacré, ça se traduit par une séparation assez nette avec le travail et une vraie valorisation du temps libre, un temps qui est consacré à plein d'activités différentes. Ah oui? Si on regarde un peu toutes les sources, les dialogues, Wow Spoken, podcast français facile, les articles Feel Good French, To French, on voit que ça tourne beaucoup autour de la détente, des plaisirs simples, du lien social aussi. D'accord. C'est pas juste ne pas travailler, c'est vraiment profiter activement. Profiter activement, j'aime bien cette idée. Et alors, c'est quoi les grands axes de ce profit? La détente pure, j'imagine, d'abord? Oui, la récupération, c'est la base. On voit partout l'expression « faire la grasse matinée ». C'est presque un rituel, hein. On trouve aussi beaucoup se reposer, lire un livre, regarder un film, une série, écouter de la musique, faire une sieste. Une transcription, celle de Wow Spoken, parle même de dimanche cocooning. C'est joli, non? Oui, c'est très parlant. L'idée de se créer sa petite bulle de confort. D'ailleurs, To French mentionne l'expression « buller sur le canapé ». Ah oui, buller sur le canapé. J'adore, ça résume bien. Exactement. Cette image de douce inactivité, quoi. Mais ce n'est pas que ça, j'imagine. Pas que rester chez soi à buller. Les sources parlent aussi de sortie, non? Ah bah oui, tout à fait. Le week-end, c'est aussi fait pour sortir, prendre l'air. Aller au marché, par exemple, c'est un grand classique. Ah oui, le marché. Une source, Wow Spoken, décrit bien l'ambiance. Les couleurs, les odeurs, les discussions avec les commerçants. C'est une sortie qui est à la fois utile et agréable socialement. Je vois. Et puis, bien sûr, il y a les incontournables. Se promener. Que ce soit au parc, au bord de la mer, en forêt. Ou carrément une randonnée pour les plus courageux. Voilà, faire une randonnée. Les sorties culturelles aussi sont bien présentes. Aller au cinéma, visiter un musée, une exposition, assister à un concert, aller au théâtre. Beaucoup de choses à faire. Ou même, plus simplement, boire un verre en terrasse dès qu'il y a un rayon de soleil. Ça, c'est très français aussi, non? Assez, oui. Et l'expression « flâner en ville » qu'on trouve chez To French résume bien cette idée de se balader juste pour le plaisir, sans but précis. Juste profiter. Cette idée de flâner, c'est intéressant. C'est plus qu'une simple marche, alors. C'est un état d'esprit, disons. D'accord. Et les relations sociales, alors? Ça semble si important dans la culture française. Comment ça se traduit le week-end? Ah ben, elles sont centrales pour beaucoup de gens. Toutes les sources le disent. Retrouver des amis, inviter des amis. Pour dîner, un barbecue, un pique-nique. C'est ça, le partage est vraiment au cœur. Passer du temps en famille aussi, c'est un pilier. Souvent, ça veut dire rendre visite aux parents, aux grands-parents. Le fameux repas du dimanche en famille.
Exactement. Tout French le souligne bien, ça reste une tradition très vivace. Et puis, Wow Spoken met aussi en avant la valeur des soirées simples, chaleureuses, passées à la maison, entre amis ou en famille. Convivialité. Et impossible de parler de convivialité sans mentionner l'apéro. Prendre l'apéro, cité par Tout French, bien sûr. L'institution de l'apéro, oui. Donc on a le repos, les sorties, la convivialité. Est-ce qu'on trouve aussi des activités, disons, un peu plus productives? Même si ce n'est peut-être pas le mot juste. Je pense au sport, bricolage. Si le week-end n'est pas incompatible avec des activités qui demandent un peu d'énergie ou de créativité, mais toujours dans cet esprit de plaisir ou de gestion personnelle de son temps, faire du sport est très présent. Jogging, vélo, natation, yoga, muscu, les sports co aussi. C'est cité un peu partout, chez Tout French, Wow Spoken. D'accord. Le jardinage, la cuisine, essayer des nouvelles recettes, préparer un brunch, ça revient aussi. Ça allie créativité et satisfaction. Oui, c'est gratifiant. On trouve aussi le bricolage. Et même, figurez-vous, faire le ménage. Ah bon? Le ménage. Relaxant. Apparemment. Une source Wow Spoken, je crois, suggère que, quand on le fait sans la pression de la semaine, ça peut même détendre. Faut essayer alors. Peut-être. Et enfin, certaines personnes font aussi du bénévolat le week-end. C'est mentionné aussi. C'est une palette d'activités hyper large en fait. Mhm. Et pour parler de tout ça, pour lancer la conversation, quelles sont les questions qu'on pose typiquement? Feel Good French en donnait quelques-unes, il me semble. Oui, ce sont des questions toutes simples, mais efficaces, parfaites pour démarrer ou relancer une conversation après le week-end. Du genre, qu'est-ce que tu fais le dimanche? Pour savoir un peu les habitudes. Ou bien, tu as fait quoi ce week-end pour le week-end qui vient de passer? Ou pour le futur, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Voilà. Et le grand classique, comment s'est passé ton week-end? Difficile de faire plus simple. Et pour bien y répondre, justement, il y a une petite subtilité, notamment pour distinguer une habitude d'un week-end précis. C'était pointé par Feel Good French, ça. Oui, c'est une nuance importante. Ça concerne l'article défini, le ou la, avec les jours de la semaine. Si on dit le samedi, par exemple, ça indique une répétition, une habitude. Le samedi, je vais au marché, ça veut dire chaque samedi. D'accord, c'est systématique. C'est ça. Par contre, si on dit juste samedi, sans article, on parle d'un samedi spécifique. Souvent le dernier ou le prochain. Ah, ok. Samedi, je suis allée au marché, c'était juste samedi dernier. Exactement. C'est un événement ponctuel, pas une habitude. C'est utile aussi de maîtriser les découpages, comme samedi matin, samedi après-midi, soir, dimanche matin, etc. Et puis le week-end dernier et le week-end prochain, bien sûr. Voilà. Et tout ça, ça nous amène directement à la grammaire, forcément. Pour raconter ce qu'on a fait le week-end dernier, il faut manier les temps du passé. Et là, on touche à un grand classique des difficultés en français, choisir entre l'imparfait et le passé composé. Une source, Tout French, disait même que c'est crucial pour les examens genre DELF, DALF. Ah oui, c'est absolument fondamental. Pas seulement pour les examens d'ailleurs, mais juste pour pouvoir raconter quelque chose de manière un peu vivante, nuancée. Toutes les sources qui parlent de grammaire capturent le fleu, français authentique, Tout French, français avec Pierre. Elles sont d'accord sur la distinction principale. Le passé composé, lui, c'est le temps de l'action principale, des événements qui font avancer l'histoire, des faits ponctuels, terminés. C'est un peu le film des événements, quoi. C'est une bonne image, oui. C'est l'ossature du récit. Il se forme, pour rappel, avec être ou avoir au présent, plus le participe passé. J'ai regardé un film, elle est allée au marché. Ok, le passé composé pour les actions clés. Et l'imparfait, alors, il sert à quoi dans le récit? Plutôt le décor, l'ambiance? C'est exactement ça. L'imparfait, c'est le temps de l'arrière-plan, du contexte. Il sert à décrire les gens, les lieux, la météo. Il faisait beau. Voilà. Les sentiments aussi. J'étais contente. Il décrit aussi des actions qui étaient en train de se passer à un moment donné. Pendant que je lisais... Le téléphone a sonné. L'imparfait décrit aussi les circonstances autour d'une action principale. Et c'est aussi le temps des habitudes passées. Quand j'étais petite, je jouais ici. Exactement. Pour la formation, c'est souvent de régulier. La base de nous au présent, plus les terminaisons AS, AS, AI, ION, IE, AE. L'exemple de l'anniversaire dans la vidéo de Français authentique, il illustrait bien cette complémentarité, non? Oui, c'était un très bon exemple, très visuel, pour planter le décor. C'était l'anniversaire de la petite fille, imparfait la situation. Elle portait une jolie robe blanche, imparfait description. Elle semblait très heureuse, imparfait état. Ça, c'est le cadre. Ok. Et puis,
L'action soudaine, l'événement. Elle a soufflé sur sa bougie. Passé composé. Hop, l'histoire avance. D'accord. C'est vraiment cette alternance qui donne vie au récit. Oui, je vois. La distinction est claire en théorie, mais après, il y a la construction même du passé composé, le choix de l'auxiliaire, être ou avoir. Ça pose souvent problème aussi. La vidéo de Français avec Pierre en parlait, de ce point délicat. C'est l'autre grande difficulté classique, oui. Et la vidéo mettait justement en garde contre les règles un peu trop simplistes qu'on entend parfois. Genre, verbe de mouvement égale être? Exactement. Bah non, ça ne marche pas toujours. On dit « j'ai marché, j'ai voyagé, j'ai couru », avec avoir. L'idée de changement d'état, non plus, ce n'est pas une règle absolue. Alors, comment on fait pour s'y retrouver sans se prendre la tête? Il y a des repères fiables quand même? Oui, heureusement. Il y a un outil mnémotechnique qui est très connu et assez utile, rappelé dans la vidéo, c'est la maison d'être. Ah oui, la fameuse maison. Ou des variantes comme l'histoire de Jean, etc. En gros, c'est une liste d'environ 14 verbes courants et leurs dérivés qui utilisent « être ». C'est les naître, mourir, aller, venir, monter, descendre, arriver, partir, entrer, sortir, rester, retourner, tomber, devenir. C'est une bonne base à connaître. D'accord. Et à ça, il faut ajouter une catégorie qui est systématique, tous les verbes pronominaux. Ce avec se, comme se lever, se promener. C'est ça, se lever, se coucher, s'amuser. Eux, c'est toujours avec être. Je me suis levé, elle s'est promenée. Ok, donc la liste de la maison plus les pronominaux, ça couvre déjà pas mal de terrain. Mais il y a des pièges, des verbes qui peuvent changer d'auxiliaire. Oui, et c'est là qu'il faut être un peu vigilant, comme le soulignait Français avec Pierre. Il y a quelques verbes de cette liste. Être, c'est monter, descendre, sortir, rentrer, passer, qui, eux, prennent avoir quand ils sont suivis d'un complément d'objet direct, un COD. C'est-à-dire quand l'action porte directement sur quelque chose. Par exemple, elle est sortie, pas de COD donc être, mais elle a sorti les poubelles. COD égale les poubelles, donc avoir. Ah, d'accord. Autre exemple. Je suis monté au 3e étage. Pas de COD direct, donc être. Mais j'ai monté mes valises. COD égale mes valises, donc avoir. Ok, ça commence à devenir un peu pointu là. Et puis il y a aussi cette fameuse histoire de l'accord du participe passé. Ça a l'air d'être un vrai casse-tête pour beaucoup d'après les sources. Français avec Pierre, cap sur le fleu. Effectivement, on peut en dire un mot rapide. Avec être, c'est simple. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet, en genre et en nombre. Elle est partie, ils sont arrivés S. Ça va. Avec avoir, la règle de base, c'est pas de d'accord. J'ai mangé une pomme. Facile. Mais, il y a l'exception compliquée. Quand le COD est placé avant le verbe. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, le participe passé s'accorde avec ce COD. L'exemple classique. La pomme que j'ai mangée. C'est ça. Accord avec la pomme, parce qu'il est avant et mangé. Mais j'ai mangé la pomme, pas d'accord. Franchement, ça paraît super compliqué à appliquer quand on parle parfait. Le conseil donné dans une des sources, c'était peut-être de relativiser un peu cette règle au début, non? C'est exactement le conseil très pragmatique de Français avec Pierre, basé sur la loi de Pareto, le fameux 80-20. Ah oui. Il suggère de mettre 80% de son énergie sur les 20% de règles qui sont les plus utiles, les plus fréquentes pour le passé composé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maîtriser d'abord la différence imparfait passé composé, quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre. Ça, c'est la base. D'accord. Ensuite, maîtriser le choix de l'auxiliaire être ou avoir, la maison d'être, les pronominaux, et l'exception avec le COD pour les quelques verbes concernés. Et l'accord avec avoir et le COD avant? Eh bien, cette règle-là, même si elle est importante à l'écrit, pour un niveau avancé, elle est moins cruciale pour se faire comprendre à l'oral au début. C'est une règle qui complique énormément et qui pose problème même aux Français. Hein. Ah oui. Oui. Donc son conseil, c'est mieux vaut avoir des bases solides sur le reste avant de s'acharner là-dessus. Prioriser, quoi. C'est plutôt rassurant comme conseil pour ceux qui apprennent. Bon, toute cette théorie, c'est bien beau, mais il faut pratiquer pour que ça devienne naturel. Bien sûr. Heureusement, les documents qu'on a vus donnaient aussi des pistes pour s'entraîner, notamment via l'écoute. Il y avait cet article de l'Alliance française de San Francisco qui recommandait des podcasts. Oui, et leur sélection était intéressante parce qu'elle couvrait différents besoins. Ils citaient Français authentique de Jeune TechFac, nous l'a déjà mentionné, pour la grammaire. Oui. Qui est justement très axé sur la compréhension du français parlé, le français naturel, les expressions idiomatiques. Utile pour le quotidien.
Et pour ceux qui ont besoin d'un débit un peu plus calme pour suivre, il y avait Languatalk Slow French. Ah, du français ralenti, pratique au début. Donc on a l'authentique et le ralenti. Et pour dos envie. Pour l'actualité, mais dans un français simplifié, il y a le journal en français facile de RFI. C'est une référence, souvent citée. Mhm. Si on préfère des formats plus courts, sur des sujets variés, culture, histoire, sciences, choses à savoir étaient recommandées. Ah oui, des petites capsules de savoir. C'est ça. Et pour une immersion plus culturelle, avec des témoignages de gens qui vivent en France, France Bienvenue était suggéré. Ça montre bien la diversité de ce qui existe. C'est vrai qu'il y a du choix. Et au-delà de ces podcasts précis, on a vu aussi d'autres types de ressources dans nos lectures. Des sites comme Podcast Français Facile, par exemple, qui proposent des dialogues par niveau. Exactement. Ça, c'est très bien pour une pratique ciblée. On peut choisir son niveau et écouter des conversations adaptées. Et puis des ressources comme Feel Good French ou Too French, qui offrent des listes de vocabulaire par thème. Oui, comme celui du week-end qu'on a vu, souvent avec des exercices pour vérifier. Et pour ceux qui veulent vraiment creuser la grammaire, les sites comme CAP sur le FLE, Français authentique ou Français avec plaire, ils ont des explications détaillées, des exercices. Oui, tout y est pour approfondir ces points techniques comme les temps du passé. Bon, écoutez, lire, étudier la grammaire, c'est bien. Mais comment on fait pour passer de la compréhension passive à la capacité de parler, de s'exprimer? Est-ce que les sources donnaient des techniques d'apprentissage actif? Oui, Feel Good French et Too French en mentionnaient plusieurs. Des stratégies assez classiques mais toujours efficaces. Par exemple, créer des flashcards, des cartes mémoire pour le vocabulaire. Avec Anki, peut-être? Le système de répétition espacée? Exactement, c'est un bon outil pour ça. Une autre idée, tenir un petit journal en français, s'obliger à écrire un peu chaque jour ou chaque semaine. Pour pratiquer la structure des phrases, le vocabulaire. Voilà. Et bien sûr, l'idéal pour l'oral, c'est de trouver un partenaire de conversation, quelqu'un avec qui échanger. Pas toujours facile à trouver, ça. C'est vrai. Alors une technique qu'on peut faire seul, c'est le shadowing. Le shadowing. C'est quoi ça? C'est écouter un audio, une vidéo, et essayer de répéter immédiatement ce qu'on entend, en imitant le plus possible la prononciation, l'intonation, le rythme de la personne qui parle. Ah oui, comme une ombre. C'est ça. C'est excellent pour améliorer la fluidité et l'accent. Et enfin, il y a les plateformes d'apprentissage en ligne, comme Too French qui était mentionné, qui proposent parfois des parcours plus guidés ou même du tutorat. Donc il y a quand même pas mal d'outils et de méthodes à disposition. Si on devait résumer un peu l'essentiel de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, parler de son week-end, finalement, c'est un super sujet pour pratiquer le français de tous les jours, non? C'est exactement ça. C'est un sujet qui peut paraître banal, mais en fait, c'est un vrai carrefour. Il touche à la fois à la langue et à la culture. Il demande d'utiliser du vocabulaire courant, des structures grammaticales fondamentales comme l'imparfait et le passé composé pour raconter ses expériences. Et en même temps, il nous fait toucher du doigt des aspects culturels. Cette importance du temps libre, de la convivialité, ce côté sacré du week-end en France. Donc la clé, ce serait d'équilibrer. Oui, je pense. Équilibrer l'étude des règles, la grammaire, c'est nécessaire, avec l'application concrète. Parler de soi, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a ressenti, comprendre aussi les nuances culturelles derrière les mots. Et puis, s'immerger, écouter, lire via des ressources authentiques, comme les podcasts ou les dialogues qu'on a évoqués. C'est un beau programme, en effet. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Ça m'est venu en relisant la transcription de Wow Spoken. Oui. Il y avait cette idée un peu surprenante que même faire le ménage pouvait être relaxant le week-end. Juste parce qu'on a le temps, qu'on n'est pas stressé par l'urgence. Oui, c'était une observation intéressante sur notre perception du temps et des tâches. Et ça m'a fait penser, je me demande dans quelle mesure le fait d'adopter, même juste intellectuellement, une perspective culturelle différente sur le temps, sur la valeur des loisirs comme cette approche française qui sacralise le week-end, est-ce que ça pourrait influencer pas seulement notre façon d'apprendre la langue, mais peut-être aussi notre propre rapport au temps, notre bien-être au final? C'est une question intéressante. Voilà, une petite piste de réflexion à explorer chacun de son côté.